Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi, le podcast légendaire ou presque, on verra. Aujourd'hui, on est sur l'épisode numéro 7 de la saison 2. Ça commence à filer. On a décidé de traiter d'un sujet qui est important pour nous. Et là, c'est simple, on veut vous parler de quelques exemples d'épic fails qui nous ont fait grandir. Et pour traiter de ce sujet-là, j'ai la chance d'avoir avec moi Imad Zerouki. Salut Imad. Salut Johan. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci de m'avoir invité. De rien, ça fait plaisir. Et parle-moi de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es invité sur ce podcast ? Alors, je suis invité parce que tu m'as invité. Ah ouais, c'est une bonne idée, exactement. et parce que je pense que j'avais pas mal de choses à raconter dans mon parcours. Et en fait, mon parcours, il s'est jalonné par des échecs. Je pense qu'on est plusieurs comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis coach agile chez Perth. Et puis, j'ai pas commencé l'agilité il y a très, très longtemps par rapport à certains de tes invités qui sont des mastodontes. Donc un peu plus vieux. moi, je suis encore un petit, encore en apprentissage. Tu vois, la courbe d'apprentissage, elle est pas encore très, très haute. Mais j'ai déjà vécu pas mal de choses et j'avais vraiment à cœur de les partager. Et petit, ça veut dire quoi ? T'estimes en fait sur ce rôle ou peu importe, un coach ou pas, toi, ça fait combien de temps en gros où tu te considères comme être dans cette culture agile de manière assez forte ? Ouais, ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je baigne dans cette culture-là. Ouais, c'est à l'échelle de certains, tu vois, comme toi. Ouais, moi je dirais que je suis un peu préparé, figure-toi. Ouais. Après, moi j'ai 15 ans d'expérience dans la tech au global où il y a eu plein de modes de fonctionnement que j'ai vus. Après, oui, le fait d'être intéressé par la culture agile en soi, ouais, ça fait à peu près comme toi en vrai. Ouais, tu vas m'obliger à dire que j'ai déjà été chef de projet. Désolé. Voilà, désolé. J'ai pas mal bossé aussi dans la data, donc j'ai fait un peu de code aussi, mais je sais pas si ça compte. Si, mais moi je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir plein de domaines sur lesquels on a eu de l'expérience pour pouvoir être crédible. Donc moi je pense que ça compte. La claque de l'agilité, ouais, c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans, tu vois. Pour moi, c'est déjà un background qui est super en fait à l'échelle d'une vie. Ça compte, t'entends. Je te remercie. Je prends ça comme un compliment. Et du coup, tu vois, et bien de rien. Et en fait, en autant de temps, eh bien oui, les epic fails, il y en a. Et peut-être que la première question à se poser, c'est quoi un epic fail ? C'est quoi un fail et c'est quoi un epic fail pour toi ? Bon, un fail, c'est un loupé, évidemment, mais un épique fail, c'est pas juste un petit raté. Tu sais, c'est pas le truc que tu oublies à la fin de la journée. Non, celui-là, il y a du panache. Il y a des impacts forts, en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, il y a quelque chose de grandiloquent, de grandiose dans ton loupé, quoi. C'est le genre de truc, tu sais, qui te laisse une trace indélébile dans ta mémoire, parfois dans ta réputation. Ouais. Et t'y penses encore aujourd'hui. Moi, j'ai en tête, alors, des épiques faits, justement, encore aujourd'hui, je pourrais te les décrire de manière très, très précise. Laisse-moi t'en donner un, déjà. Vas-y, let's go, là, tu m'intrigues. Alors, je vais pas le faire pour les autres anecdotes, mais là, je peux te dire que c'est chez Perth, avec un collègue qui s'appelle Thomas. Il m'a autorisé à en parler. C'est pour ça que là, tu vois, j'anonymise pas le truc. Merci Thomas. Thomas, embrasse. Mais imagine, donc, j'arrive, premier jour chez Perth, j'arrive en tant qu'Agile Master, on me vend ça, donc c'était en tant que consultant, donc en mission. Il me dit, oui, faut accompagner une équipe from scratch, machin, tu vas voir, ça va être top. Alors moi, j'arrive super content. Je me dis, ouais, génial, etc. Et puis là, Thomas, connu et reconnu de tous dans la boîte comme un super dev senior qui maîtrise tous les sujets. Et là, il me dit avec un ton un peu neutre, tu sais, bonjour, je suis Thomas et j'ai eu pas mal de problèmes avec des gens qui faisaient le même métier que toi. Donc,
ça met bien direct. Ouais, voilà. Déjà, ça me fait epic fail. Tu te dis, punaise, je viens de mettre les pieds dans cette boîte. Et là, bam, l'accueil que j'oublierai jamais. Tu sais, c'est genre t'es coach agile, toi. C'est ça. Ah, t'es coach agile, toi. Ah, c'est ça ton métier. Tu fais de l'agilité. Genre Agile Master. Tu vois, Agile Master, d'accord. Et lui, il était dev senior. Tous les deux, on a évolué, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais tu vois, à ce moment-là, j'ai compris 3 choses. Déjà, la première chose, j'étais pas attendu comme le sauveur ou le Messi. Et je parle pas du foot, tu vois. Ok. J'étais même plutôt arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que les équipes m'ont plutôt vu arriver en mode, il va nous apprendre quoi, lui? En fait, pour remettre en contexte, t'as été imposé en tant qu'Agile Master, c'est ça? Mais ça, je l'avais pas forcément en tête quand je suis arrivé. D'accord. Moi, je suis arrivé, j'avais des paillettes dans les yeux. Oui. Et là, ça m'a fait comprendre que non, en fait, on t'attendait pas. C'est pas nous qui avons demandé à ce que tu viennes. Voilà. D'accord. Donc, j'étais pas du tout attendu. Le deuxième truc, c'est que je me suis dit, ouais, ok. N'empêche que je suis là. Et il va falloir être bon, quoi. Oui. Et pas de bullshit, de blabla. C'est pas le moment de sortir the book, tu vois. Ça, c'est comme ok. Donc, j'ai dit non, ça, je pense que c'est même pas la peine. Surtout, faut pas le sortir. Et il faut pas commencer à sortir. Oui, Scrum Guide, Scrum Guide. Non. Et puis, le troisième truc que je me suis dit, c'est, ouais, je peux pas arriver, prétendre que, bon, les gars, je vais faire de vous une équipe agile, mais tu sais, un peu comme si, tu branches une prise de courant. Là, je vous ai branché, vous êtes agile. Si je vous débranche, vous êtes plus agile, les gars. Exactement. Donc, je me suis dit, non, je vais juste intégrer une équipe comme un nouveau membre. Ouais. On va apprendre à bosser ensemble. Chacun apporte quelque chose, tu vois. Je suis pas là pour faire des code reviews, je suis pas là pour faire de la QA, améliorer la qualité du produit. Enfin, pas directement, en tout cas. Moi, je vais juste apporter ce que je sais faire et faire en sorte qu'on bosse bien ensemble. Ok. Idéalement, encore mieux, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Aujourd'hui, alors, pour rassurer tout le monde, hein, je m'entends super bien avec Thomas. C'est un de ceux avec qui je prends le plus de plaisir à bosser. Et même dans ma carrière, avec qui j'ai pris le plus de plaisir à bosser. Donc Thomas, je t'embrasse encore une fois. En tout cas, ce jour-là, j'ai compris que si je me loupais, j'étais cuit. Mais du coup, moi j'ai une question pour toi. Alors ça, je pense que c'est plutôt rare. Mais t'étais du coup Agile Master. Alors moi j'adore déjà, c'est Agile Master. Tu sais, c'est genre pas Scrum Master où on a déjà la connotation d'un framework Scrum. Même peu importe l'avis que vous pouvez avoir, hein, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Mais Agile Master, au moins, ça rend la chose un peu plus neutre. Et t'étais à 100% du coup sur ce rôle-là? Ouais, j'étais à 100%. Je suis arrivé sur une équipe. On m'a dit voilà, cette équipe-là, tu vas l'accompagner. L'histoire a fait que ça se passait très bien. On était 2 à être arrivés puisqu'il y avait 2 équipes, donc il y avait un autre master dans l'autre équipe. Et je sais pas, 2 mois et demi après, on a switché. Il y avait des éléments, des choses plus complexes à traiter avec l'autre équipe. Et voilà, de manière transparente, hein, on pensait que effectivement, ce serait peut-être trop dur pour moi parce que, comme je le disais, j'avais pas forcément la même expérience que mon homologue. Mais parfois, et tu l'expliques pas, ça matche pas. Oui. Et ça matchait pas dans l'autre équipe. Donc, ça prenait pas. Donc, on a fait un switch. Et effectivement, ça s'est mieux passé. D'accord. Donc, ouais, ça fait partie. Tu vois, sur le côté epic fail, là, t'étais pas attendu. T'arrives un petit peu, bah voilà, je suis Agile Master, je sais ce que je dois faire, mais vous, apparemment, vous êtes pas trop au courant de l'objectif, en tout cas, c'est ça. Quelle est ma mission au sein de l'équipe? Et comment t'as transformé en fait ce truc-là en disant, ok, j'arrive déjà dans un contexte qui a l'air d'être pas simple. Comment est-ce que t'as fait évoluer les choses pour que tu puisses avoir une intégration ok? Là, t'as parlé en fait, ils savaient pas trop ce que t'avais amené, apporter du sens, etc. Comment est-ce que t'as réussi à transformer ce truc-là? Pour transformer en fait ce fail, en tout cas toutes les conditions pour avoir un fail qui étaient réunies en fait finalement, regardez, on va aller vers quelque chose qui fonctionne. Là comme ça, je te dirais déjà ce que tu es toi, ce que tu peux apporter toi. Moi par exemple, j'ai développé un sens du service, c'est-à-dire que c'est pas uniquement sur mon rôle. Il y a des choses que je sais faire, tu vois, je t'ai pas donné mon CV, mais j'ai fait un peu de data, j'ai fait plein de choses. Donc tout ce que je pouvais faire pour aider cette boîte, parce que c'était quand même, on était un peu à l'échelle d'une start-up, hein. Quand je suis arrivé, on était une trentaine, peut-être. Donc, il faut être capable, tu vois, de te mettre au service de ton client, de ton entreprise,
et de toutes les équipes. Moi, je disais, de toute façon, je suis l'agile master de toutes les équipes et je suis au service de mon client. Et finalement, si je peux l'aider sur d'autres éléments, je le ferai. Et je le fais avec le sourire. Je vais même pas négocier, ouais, mais machin, TJ, je m'en fous. C'est pas du tout mon truc, ça. Moi, mon truc, c'est de dire, voilà, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est, je veux, moi, arriver le matin avec le smile et le soir, repartir avec le smile, mais fatigué. D'accord. C'est tout. Et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, c'était ce sens du service, le fait de pouvoir m'intégrer à l'entreprise au sens large, c'est-à-dire pouvoir discuter avec le patron à l'époque, pouvoir discuter avec des gens du côté du market, des sales, pouvoir aussi leur apporter ce que je pouvais faire. Donc déjà, tu vois, en plus, dans le rôle d'Agile Master, ça commençait à sortir un petit peu du cadre, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, je suis coach agile. Donc, on sentait que peut-être je pouvais aider et faciliter sur d'autres choses. Autre débat que le fameux facilitateur. Ouais, t'es un facilitateur, toi, tu vas venir. Ouais, facilitateur de quoi? Tu peux te poser même la question sur le pourquoi est-ce qu'on doit rajouter des rôles sur la coordination parce qu'il y a des problèmes de communication, etc. En tout cas, ce que tu dis là, en fait, c'est aussi la posture de servant leadership, que tu as peut-être naturellement, en fait, qui crée quelque chose. Et après, la volonté de sortir de ton équipe. Alors ça, c'est un truc sur lequel moi je suis intimement convaincu sur nos rôles d'agiliste. En fait, que ce soit un PO, un PM, enfin peu importe la définition on met sur le PM, on s'en fout, ou un agile master ou un coach, le côté servant leadership, il est extrêmement important. Peut-être qu'il y a une perte dans notre industrie sur ce truc-là. On est au service d'eux. En fait, on est au service de plein de monde en réalité. D'abord des utilisateurs, de nos clients, mais aussi de nos équipes, pardon. Et en fait, tant qu'on n'a pas ça, en tout cas très profondément ancré en nous, ça peut être difficile. Je suis d'accord. C'est parce que là, tu vas chercher des connexions dans ton éducation, ta culture, sur plein de choses. Tout le monde ne s'arrête pas pour aider un mec à crever au bord de la route. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y en a qui vont passer, ils vont faire ça. Et tu vois, après il y a une histoire c'est rigolo, on pourra faire une dédicace à quelqu'un de chez Équité, Martin. On a eu un léger débat entre guillemets récemment, en tout cas une discussion sur Slack sur en fait le côté individuel. T'as l'individualité des gens qui est très représentatif de notre époque, tristement. Et après t'as l'aspect collectif. Moi, je suis plutôt je bosse pour une boîte, donc du coup, le collectif, c'est quand même essentiel. D'autres personnes ont peut-être oublié ce truc-là, et c'est bien dommage. Mais là, tu vois, le côté servant leadership, c'est ça, en fait, tu bosses pour un collectif qui a une destination, qui a une vision, une stratégie d'entreprise, et au final, peu importe qui tu vas solliciter, comment tu vas contribuer, comment tu vas faciliter les choses, créer du lien, bah oui, ça, c'est l'essence de notre job, en fait. Tu vois, sur cet epic fail, moi j'avais une question, c'est quelles sont les conditions en fait pour rebondir sur ce genre de situation-là, sur un échec où tu arrives, tu sens que ça va être compliqué, il va falloir charbonner pour y arriver. Qu'est-ce qu'il te faut comme condition pour pouvoir passer en fait de l'étape de mon Dieu, je vais me planter à j'arrive à faire un truc qui marche? Alors, tu veux dire est-ce que le fail est arrivé ou tu le sens poindre le bout de son nez et potentiellement qu'il y a encore moyen de s'en échapper? J'ai envie de te dire les deux, parce qu'en gros, les deux sont possibles. Il y a des moments où on va se dire, OK, là, on fonce dans le mur, et pour dériver et en sortir, il faut un certain nombre de choses, ce qui est un peu dans l'urgence, donc c'est pas simple. Ou alors être capable justement d'anticiper et presque de faire du prédictif sur les erreurs. T'en as même plus en vrai des conditions, mais en tout cas, il y a des situations, t'as deux situations de ce type-là. Toi, on va commencer par la première. Tu dis, là, on est en train de foncer vers un mur. Comment est-ce qu'on fait pour redresser la barre? C'est une bonne question, mais c'est vrai que et du coup, t'es sur deux nuances différentes. Ouais. Mais alors, c'est une bonne nouvelle. En fait, déjà, il faut l'accueillir comme une bonne nouvelle. Tu vois le fail arriver. Ouais. Ça, c'est magnifique. Les gens se rendent pas compte de la chance qu'on a. Ouais. Dire, les gars, le mur, on le voit. Et il se rapproche. Et il se rapproche très vite. Là, il n'y a pas à transiger parce que de toute façon, le levier le plus important, c'est la communication. Et on parlait de collectif juste avant.
on sait très bien que les plus belles réponses, en général, elles sont collectives. À l'échelle d'une équipe, par exemple, les gars, ça va pas du tout. On n'est pas du tout sur les bons objectifs. Oui. On a des objectifs très précis, et en fait, on est en train de faire tout le reste. Mais ça, on fait pas. Voilà. Soit les objectifs sont pas les bons, et les bons objectifs, c'est ce qu'on est en train de faire. Soit, c'est un sprint qu'on va arrêter. Ah ouais. Et là, c'est faire preuve de courage. Oui. Et ouais, le fait, tu vas arriver, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit avoir le courage de dire. Et le courage de dire, stop, on prend une décision qui peut être mal vécue sur le moment en plus. Mais c'est pour, du coup, mieux rebondir derrière. Ouais. Et là, faut avoir du courage, quoi. En plus, ça fait partie des valeurs qu'on est censé avoir et surtout propager, quoi. Mais ouais, non, je l'ai vécu une paire de fois, ça. Les gars, on n'est pas du tout sur les bons objectifs. Chaque fois que je vous entends parler, ça fait le premier jour du sprint, j'ai rien dit. Le deuxième jour du sprint, j'ai quand même fait la remarque, je vous dis, les gars, il y a 3 objectifs et c'est déjà le deuxième jour de sprint où j'en entends pas du tout parler. Est-ce que c'est normal? Ouais. Est-ce qu'on doit remonter l'alerte? Non, t'inquiète. Ouais. 5e jour de sprint, les gars. Bon, bah voilà, c'est la première semaine de sprint, elle est terminée. Bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sprint à la poubelle. Non, mais c'est un truc de fou. Parce que vous vous rendez même pas compte. Vous oubliez que il y a des parties prenantes potentiellement ou des utilisateurs qui attendent cette feature-là. C'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui a de la valeur, les gars. Oui. Là, vous êtes en train de faire autre chose. Parce que ça vous fait marrer, peut-être que c'est, ouais, non, mais il faut refactoriser. Mais génial. C'est top. C'est important de le faire. Je dis, ouais, mais c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire tout de suite. Et donc, quand tu vois le fail, il faut avoir le courage de le dire, et puis aussi un moment de dire stop, les gars, tout simplement. Après, est-ce que tu crois que c'est aussi lié à notre capacité à avoir une forme de recul parce qu'on est hors de l'opérationnel? Ce qui est pour moi une force dans les rôles, que ce soit Agile Master, coach ou des rôles qui sont un peu plus transverses. Tu sais, ce côté recul te permet en fait justement d'éviter les biais de l'opérationnel et de te dire, ok, on est capable de voir quelles sont les différentes issues si on atteint l'objectif, si on ne l'atteint pas, si on dérive, si on fait ça, et d'avoir une big picture en fait du truc et de pouvoir anticiper aussi les différents scénarios qui peuvent arriver. Et là, on a peut-être une complexité, c'est d'être capable d'argumenter et de réexpliquer en fait aux équipes c'est quoi les impacts en fait. Si on n'atteint pas cet objectif, tu l'as super bien dit. Moi, je suis extrêmement proche de ce truc-là. C'est on va pas livrer de la valeur à nos utilisateurs. Et pourtant, en fait, quand on réalise, quand on crée des solutions, quand on produit des choses, l'objectif, il est assez simple. C'est bien à destination des utilisateurs pour que ce soit utile, pour que ça ait de la valeur, pour que ça leur fasse gagner du temps, de l'argent, ou peu importe les critères. Mais il y a ce truc-là. Est-ce que c'est compliqué, justement, de pouvoir faire prendre conscience, en fait, des différents scénarios? Et comment, toi, en fait, est-ce que tu as des astuces, justement, là, on va aller se cracher, ou là, on est déjà dans un mur? Comment est-ce qu'on se réaligne pour pouvoir mieux travailler, être plus au service des utilisateurs, des métiers? Est-ce que tu as des astuces ou des choses ou des situations que tu as envie de partager Alors, je vais répondre à ta première question. Il y avait beaucoup de questions là. Ouais. C'est surtout parce que nous, on a cette capacité à pas avoir la tête dans le guidon comme peuvent l'avoir les autres membres de l'équipe, que nous, on a le devoir d'ailleurs de regarder et d'être en capacité d'analyser le truc et de dire les gars, ça va pas le faire du tout. On peut pas décemment reprocher à des gens qui sont justement en train de créer la valeur, parce que c'est eux qui créent la valeur, il faut le rappeler, c'est pas nous, c'est eux qui créent la valeur. C'est eux qui créent la valeur, mais il faut que ce soit de la valeur, justement, qu'ils créent. Ils créent des fois, mais ils savent pas, tu vois, ils oublient que c'est pas ça la valeur. Et c'est pas à eux, d'ailleurs, de le définir que c'est ça qui a de la valeur. Oui. Il y a quelqu'un qui est là pour ça, normalement. Après, tu vois, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est important qu'ils comprennent ce truc-là. Se dire, on a compris en fait quelle était la valeur qu'on allait livrer en fait à l'utilisateur pour justement faire abstraction de on est là, enfin moi je l'ai entendu plein de fois ces dernières années et je trouve ça fou, on est là pour produire du code. Non, vous êtes pas là pour produire du code les gars, vous êtes les gars ou les filles, vous êtes là parce que il y a des besoins, vous produisez des produits numériques et ces produits numériques répondent à une problématique et on aide des gens. Tu connais peut-être l'allégorie du tailleur de pierre, tu sais?
Ça rappelle-la moi. Je vais rappeler, Vas-y. mais ça prend 2 secondes. Un mec qui demande à quelqu'un qui est en train de tailler des pierres, fait qu'est-ce que tu fais? Je taille des pierres. Oui. Il fait quelques pas, il voit un deuxième mec qui taille des pierres, tu fais quoi? Bah, je suis en train de construire un mur. OK? Et ben, on va voir un troisième qui fait la même chose, il fait, et toi, tu fais quoi? Bah, je construis une cathédrale. Ouais, c'est ça, la cathédrale, c'est ça. Exactement. Il y en a un qui sait, effectivement, il a conscience de la valeur. Et ça, c'est super important. Et t'as raison. Évidemment, chaque membre de l'équipe doit être capable de comprendre quelle est la valeur qu'il va créer. Oui. Après, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui de le prioriser, c'est pas lui de définir effectivement exactement la valeur, même si les développeurs, par exemple, ou les QA, enfin toute la partie tech, peut aussi avoir de la valeur. Je veux dire, la performance d'un produit, elle passe pas que par l'expérience utilisateur qui est géniale ou les features innovantes. Ouais. Elle passe aussi par sa capacité à être capable d'être bombardé parce qu'il y a des millions de clients qui commandent en même temps. aka Amazon, tu vois. Tu sais, moi, je vais être assez brut là-dessus et je suis intimement convaincu que justement, c'est ce qui fait la différence entre un développeur qui est bon, mais qui est uniquement bon techniquement, et un développeur qui est bon techniquement et bon parce qu'en fait, il est dans le sens du service le plus optimum possible. Et pour moi, un excellent tech, en fait, il a les deux. Il a la capacité de comprendre où est-ce qu'il se positionne dans un écosystème pour pouvoir être au service avec une maîtrise de la technique. Et là, pour moi, c'est, bah oui, tu peux te prétendre comme un super tech parce qu'en gros, tu as ces deux compétences-là et bien au service de pourquoi t'es payé en fait au final, et pas le côté je suis un super tech parce que je suis super bon en code, je suis extrêmement fort pour avoir des patterns complexes, voilà, on les aime bien aussi, hein. On les aime bien et c'est nécessaire. Par contre, ça fait pas tout. En fait, tu pourras produire un truc avec le code le plus parfait de la terre mais qui a aucune utilité pour personne. En gros, ça sert à rien, donc c'est dommage. Et c'est ce truc-là en fait qui est super important. Et pour ça, il faut qu'on réussisse à embarquer les gens vers le sens au final de pourquoi est-ce qu'on fait des produits, quoi. Tout simplement. Je reviens du coup à ta question. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, finalement, tu peux faire la même chose que ce soit avant ou après. Par contre, t'es pas du tout dans le même mindset. Oui. Il y en a, tu vas avoir beaucoup plus de résistance d'un côté, de l'autre, ça s'impose. Quand le fail est arrivé, on va te demander, le fameux post-mortem. Celui-là. Le post-mortem. Les gars, faites un post-mortem. Je déteste. Alors, je suis exactement comme toi. C'est un truc. Je comprends pas que ça existe encore, mais ça, c'est tellement légendaire. Ah ouais, parce que de toute façon, là, d'un côté, dans le post-mortem, t'es dans la rétrospection. Ça s'est passé. Alors, on va analyser, on va comprendre la route cause, l'origine, comment on en est arrivé là, le fameux pourquoi. Le why, c'est vraiment une question magique. Et quand c'est avant le fail, c'est pas la même chose. T'as de la résistance. Mais non, si. Là, t'es pas en rétrospection, t'es en mode prédictif. Oui. Les gars, c'est pas une boule de cristal. Ouais. Mais presque. Mais voilà, le mur, il est là. Et c'est important. Et là, c'est une prise de conscience collective que de se dire, on arrête, quoi. Ça, comme je disais avant, ça demande du courage, mais ça demande aussi un truc que tu dois apprécier, c'est le bon sens. Ah ouais, alors ça c'est dédicace à notre pote Mehdi, bon sens, être rationnel, etc. C'est un sujet, d'ailleurs, il y a un meet-up qui devrait tourner en 2025 autour de ce sujet-là qui est extrêmement important. On est d'accord. C'est un truc. Maintenant, je vais te raconter une anecdote. Je suis arrivé dans une mission, dans un contexte où l'équipe allait mal. Perte de confiance. Pourquoi? Quelques semaines avant, mise en prod complètement foireuse. Mais attention, le epic fail. Ok. C'est-à-dire que pendant une matinée, le produit, il était HS. Impossible d'utiliser. Sauf qu'à cette échelle-là, des milliers d'utilisateurs qui ont en face d'eux plein de clients. Donc perte de génération, enfin de la génération de business. Image de marque. Ah non, mais on avait des verbatims du genre écoutez, puisque votre produit fonctionne pas, moi j'ai décidé d'utiliser celui de votre concurrent. Ok. Ça fait plaisir. Merci partenaire. C'est sympa. Les partenaires qui te disent moi mes clients, comme j'ai que votre produit pour pouvoir justement gérer la relation,
Ils m'ont dit, vous savez quoi, je vais aller sur le trottoir d'en face chez votre concurrent, parce que lui, son produit fonctionne. D'accord, ok. Ah ouais, non mais... Ouais, dur. Ah, dur, parce que l'équipe, perte de confiance complète, mise sous tutelle, elle pouvait pas faire une mise en prod sans qu'il y ait ceinture, bretelles et encore plus. Ouais. Et tout le monde, le nombre de parties prenantes qui te demandaient, tu devais demander l'autorisation pour aller faire pipi, quoi. Tu vois. Ouais, je vois très bien le genre. Alors, tu vois, maintenant, tu sais comment ça se passe. Moi, quand j'arrive, j'ai des étoiles dans les yeux. On me l'avait pas trop dit, ça. J'arrive et puis je vois que l'équipe, elle est pas au top de sa forme. Ah ouais. Et du coup, j'aurais dit, mais vous avez fait un petit post-mortem. Enfin, je l'ai pas appelé comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, techniquement, on sait. D'accord. Je dis non, je m'en fous. Je dis c'est pas ça. Je dis comment vous avez fait pour pas l'anticiper, machin. J'ai dit plutôt c'est plutôt ça. Je dis parce que un problème technique, ok, vous avez compris, vous avez identifié la cause. Je dis ouais, mais vous auriez dû le voir avant. C'était prédictible. Oui. Si c'était prédictible, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire avant, mettre en place avant. Qu'est-ce qu'on a fait? Attention, je vais dire un gros mot. On a remis un peu de process. D'accord. Ok. On a remis un peu de process. Non, mais tu vois, tu remets un peu de verrou sur le process de qualité, contrôle qualité. Et puis, les gars, vous savez quoi? On va faire un truc qui pour moi est un standard, mais c'est faire du rollback smooth, quoi. C'est-à-dire $1 pour le client. Parce que moi, je considère que la valeur, on doit être capable de la livrer n'importe quand. Oui. Quand on veut. Et c'est bénéfique et c'est surtout, c'est tout bénéf pour le client et pour la boîte, quoi. Par contre, s'il y a un truc qui pète, c'est pas grave. Fail fast, les gars. Exactement, mais oui, du coup on y est, hein, tu vois, epic fail fast, tu te plantes. Tu te plantes avec un minimum d'impact pour voir le truc, c'est pas grave, tu apprends, tu réalignes, etc. Non, mais les gens ont tendance à oublier la deuxième partie. C'est fail fast, learn fast. Oui, c'est ça. Exactement. Dire que les gars, ok, on s'est planté, mais c'est pas grave. Déjà, on fait un rollback indolore, invisible. Le client, il s'en rend même pas compte. Bon, ça va peut-être grincer des dents au niveau des parties prenantes, mais par principe, ils vont nous engueuler. Voilà, c'est normal. Ouais, comment ça se fait que vous l'avez pas vu? C'est pas grave, on gérera ça. Ouais. Par contre, learn fast. Plus jamais. On reproduit pas deux fois. Alors, la première fois, c'est une erreur. La même erreur une deuxième fois, c'est une faute. Oui. Exactement. Là, on sort le carton, quoi, des fois. Donc, tu vois, tu as parlé des post-mortem, moi je trouve ça super intéressant. Je vais te donner aussi mon avis là-dessus. En fait, c'est pas une pratique qui est idiote. C'est juste que, en fait, c'est une pratique qu'on reuse jamais. C'est-à-dire, ok, on fait un constat, cool. Et en fait, le post-mortem, il reste là dans un coin et personne, en fait, le traite. Et je trouve ça ouf. Et derrière, sur les grands principes de l'agilité, on va en venir, c'est l'amélioration continue, quand même. Et du coup, t'as la rétrospective. Et moi, je préconise quasiment, faites une rétro. Et une rétro avec des actions derrière. Vous apprenez à analyser ce qui s'est passé, que ce soit bien passé en mode victoire, on va pérenniser, on va capitaliser sur un certain nombre de choses qui fonctionnent bien et qu'on peut peut-être même encore aller plus loin, c'est possible. Et les trucs sur lesquels on s'est planté, en fait, on analyse le truc ensemble. On va aller poser des actions justement pour que ça se reproduise pas, etc. Et tu vois, et souvent, je sais pas si tu l'as déjà entendu, c'est c'est pas grave, on a fini un projet, on a fini un truc, on a fait un post-mortem, c'est quelque part. Mais déjà, c'est trop tard. Tu vois, l'amélioration continue, elle a un mot qui est clair. Hein. Amélioration, c'est important, mais le côté continu, il est aussi important dans l'histoire. Hein. Tu vas pas t'améliorer tous les 6 mois. Hein. Faut que ça se fasse de manière graduelle. Hein. Sinon, c'est con, en fait. Et en fait, c'est ça. Ouais, non, mais voilà, c'est inutile. Ou alors, en fait, t'as une charge d'amélioration continue qui est tellement énorme que tu ne le fais jamais. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, sur ce côté-là, la rétrospective, souvent, elle est un peu tardive. Tu vois, c'est une question aussi que je vais te poser. Tu vois, tu te plantes, machin, etc. Est-ce que, justement, faire une rétrospective en fin d'itération, en se disant, OK, on va faire le bilan, quand c'est fait, hein, parce que des fois, c'est vrai, on n'a pas le temps de faire une rétro, donc là, c'est déjà aussi problématique, et de se dire, OK, admettons, on est systématiquement dans la rétrospective sur une itération, est-ce qu'en fait, on peut pas se dire, on le fait aussi en continu, en fait, cette amélioration, justement, continue, en traquant un certain nombre de choses, en détectant les choses qui vont pas et en étant tout de suite dans la proactivité, dans le rebond, dans l'instant, en vrai.
plutôt que d'attendre fin d'itération quand ça se fait. Tu vois, je sais pas quel est ton avis, toi, par rapport à cette histoire d'amélioration continue qui est super importante quand on se plante, en fait, tout simplement. Alors, il faut le faire. C'est vital. Je vais utiliser ce mot-là. C'est vital de le faire. Et effectivement, si tu attends la rétro de fin de sprint, alors si en plus tu es dans une équipe qui fait des sprints de 3 ou 4 semaines, ça veut dire qu'il s'est passé pas mal de choses, je pense, entre deux rétros. Mais ouais, non, c'est vital. Et l'amélioration continue, de toute façon, c'est l'essence même de ce notre job, de ce qu'on fait. Ouais. Je dirais, c'est limite une faute professionnelle quand, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Quand t'arrives pas à identifier et traiter les problèmes dès que tu les perçois. Et quand je dis perçois, c'est qu'ils sont pas encore tout à fait là, mais il y a ce que j'appelle les signaux faibles. Oui. Alors, de tous les epic fails, de toute façon, ceux que j'ai vu le plus en quantité et en gravité, c'est les conflits. Oui. L'humain. Ah là 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 là, mais laisse tomber. Là, je te raconte l'epic fail, le summum du summum. Allez, vas-y, je t'écoute. J'étais dans une équipe qui tournait, mais super bien. Mindset de ouf. J'étais pas Agile Master, hein, je tiens à préciser. Ou Scrum, ou Coach Agile. J'étais vraiment plutôt, tu vois, à essayer de travailler sur les roadmaps. Donc, je travaillais avec plusieurs équipes et j'étais en particulier avec cette équipe-là parce que j'étais colocalisé avec elle, d'une part, et parce que je m'entendais bien avec chaque membre. Mais quand je dis je m'entendais bien, c'était vraiment, on était super potes, machin, on bouffait ensemble. Là, c'était bonne entente, etc. Ça délivrait de la valeur régulièrement. Ça allait chercher des feedbacks utilisateurs. Ça se servait de ces feedbacks pour identifier les irritants, les évolutions les plus importantes, proposer des innovations en faisant de l'A/B testing, en allant même aller voir les utilisateurs dans les magasins, dire regardez, on a ça à vous présenter. Ouais. Mais c'est une pépite en fait, tu vois, quand t'as tout ça qui fonctionne bien en autonomie. Nous, c'est notre cible en fait. Tu vois, j'attends la chute là. J'ai peur. Attends la chute. Je pars en congé. Et en revenant, on m'apprend qu'il y a 2 membres de l'équipe qui se sont foutus sur la gueule, littéralement. Non mais là tu sais que c'est le conflit, le truc qu'on n'a pas envie de voir en vrai. J'étais pas là, on me l'a raconté, j'étais pas bien et je suis intervenu, j'ai essayé de comprendre, tu vois, je les ai fait parler. Tu vois, je t'ai dit, j'étais pas ni coach agile, Scrum Master ou Master. Mais pour moi, tu vois, le sens du service, c'est une équipe avec laquelle je prends du plaisir, qui bosse bien, je comprends pas. Ça devrait pas arriver. Donc vraiment, on essaye de comprendre. Et puis, les 2 personnes qui s'étaient foutues sur la gueule, je me souviens de cette scène où je vais chercher un café. Est-ce que tu veux que je t'en ramène un? Fait, attends, je vais venir avec toi. Waouh. Je me suis dit, top. C'est bon. Ça fonctionne. Machin. Le fait est que, et c'est la vie, moi, j'étais en mission à ce moment-là. Ma mission, je voulais faire autre chose et je pars faire autre chose ailleurs. Quelques mois après, implosion de cette équipe. Bagarre. Mais là, ça s'est répandu sur les autres membres qui se sont aussi frités, des grosses tensions entre eux. L'équipe dissoute, la moitié de l'équipe sortie de mission, parce que c'est quasiment que des externes. Les autres, on les a disséminés dans des équipes et le produit, on l'a confié à une autre équipe. À ce jour, c'est mon plus gros cauchemar. Encore aujourd'hui, j'y pense. Parce que il y a ce sentiment de frustration de ne pas avoir pu être là, mais de ne pas avoir réussi non plus. C'est horrible. Ah non, c'est le cauchemar. Tu sais j'ai discuté avec beaucoup de personnes, etc. C'est pas des choses qui arrivent souvent, mais ça arrive en fait quand même. Il faut quand même se le dire, hein, des conflits où ça va jusqu'à la baston. C'est chaud et ce qui est frustrant, c'est aussi de pas avoir pu détecter en fait. Mais ça, en soi, c'est frustrant, mais parfois on peut pas faire grand chose parce qu'on peut pas tout détecter et c'est ultra dur et en fait là dans ce cas-là en fait en tout cas cet epic fail là il est d'autant plus triste parce que on a une sensation de gâchis avec une équipe qui fonctionne super bien avec tous les indicateurs au vert et au final pour des histoires qui sont très humaines en vrai et ben ça part en vrille. Mais c'est fou. Mais ce que ça m'a appris parce que c'est important surtout pour nous tu vois d'en tirer des leçons pour pas que ça se reproduise mais il faut creuser, déjà creuser au-delà des apparences. Tu vois, essayer d'identifier les signaux faibles,
Enfin, moi, si j'avais vu qu'entre les deux, il se passait un truc pas net, j'y serais Tu allé. seras intervenu, c'est ça? Ouais. Mais parfois, ils te le cachent bien. Oui. Donc, faut pas hésiter à, tu vois, j'hésite maintenant, et je le fais maintenant. Tu vois, je l'ai fait il y a pas très longtemps. On est peut-être une trentaine de personnes tech, tu vois, toutes les équipes confondues, et je les ai vues une par une. Et c'est trop bien, carrément. Je les ai vues une par une. Mais il faut poser la question à chacune, comment tu vas, comment tu te sens, comment tu te projettes, comment tu vis avec les autres équipes. Enfin, c'est important. Et puis, parfois, tu vas récupérer des informations. Oui. C'est pas pour moi que tu devrais t'inquiéter. Et là, t'es allé choper une info. Ah ouais, je savais pas. Mais franchement, tu sais que tellement d'anecdotes, mais c'est des trucs de fou. Des fois, t'apprends des trucs. Ah ouais, la personne, elle est dans le mal à ce point-là. J'aurais jamais cru. Ouais, mais en même temps, t'aurais dû le voir. Avant, elle venait 3 fois par semaine sur site. Maintenant, elle vient une fois et encore pas toutes les semaines. Et puis finalement, tu tires le fil et tu te rends compte, effectivement, il y a un truc qui va pas. Donc ouais, il faut regarder au-delà des apparences. Puis après, il faut créer des espaces virtuels, mais où tu peux essayer d'identifier, apaiser les tensions avant que ça explose. Moi, j'ai essayé parfois de discuter avec des gens, mais quand t'as pas la proximité, on ne peut pas oser se confier. Mais il faut pas hésiter à passer par quelqu'un avec qui justement ce sera possible. Je dis, écoute, je vois que un tel ou une telle ne va pas bien. Je sais que tu es proche. Est-ce que vas-y, va la voir, demande-lui comment ça va. Fais-le. Même, tu peux même lui dire que c'est moi qui t'envoie parce j'en ai parlé avec elle, mais je sens qu'elle veut pas tout me dire. Mais peut-être qu'avec toi, ça passe mieux. Il faut pas hésiter, quoi. Faut utiliser tous les leviers possibles pour que. Je suis d'accord. Tu sais que c'est une préco, hein, moi, que je donne en fait à mes Scrum Masters depuis longtemps. C'est justement, oubliez pas en fait que le one-to-one, c'est pas réservé aux managers en fait. Le one-to-one, il est essentiel parce que si vous comprenez comment fonctionne votre collectif, c'est cool, avec des moyens à poser, etc. C'est bien, il y a des interactions. Par contre, si vous voulez avoir un nouveau niveau de lecture, faites du one-to-one, comprenez les gens, en fait, les individus qui composent cette équipe. Parce qu'en fait, vous savez pas, en fait, comment est-ce qu'elles vivent la chose de manière personnelle, et peut-être que vous allez découvrir des nouveaux axes, en fait, d'amélioration, un nouveau modèle d'accompagnement, etc. Et souvent, on se dit, ouais, mais soit c'est pas mon rôle, soit j'ai pas le temps. En fait, le seul conseil à donner, c'est, prenez le temps. En fait, vous êtes dans l'accompagnement. Scrum Master, c'est accompagnant avec, en tout cas sur les pratiques agiles, mais composé de personnes qui ont leur ressenti, leur mode de fonctionnement, leur capacité à interagir avec d'autres, qui est forcément, tout le monde est différent là-dessus. Mais ouais, c'est un super bon conseil, en fait, ce côté one-to-one. Ne serait-ce que pour éviter certains fails, c'est une des nombreuses clés en fait qui existent. Et ça, c'est ultra important. Moi, on est presque sur la fin. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Moi, j'ai juste envie de te poser une question et après, on va passer sur quelques conseils. Est-ce que en ce moment, tu constates, moi je le constate, que on est dans une ambiance où, en tout cas, il y a une facilité en termes de conflit qui apparaît. Moi, je le constate depuis un an et demi, où je vois plus de conflits dans les équipes pour des raisons de problèmes de communication, etc. Alors que c'était peut-être moins le cas avant. Est-ce que toi, c'est un constat que tu fais en fait quand tu me parles de cette epic fail? C'est vrai qu'on en parle. Enfin, moi, j'en voyais beaucoup moins avant. Et là, depuis quelques mois, je trouve que il y a plus de conflits qui apparaissent. Alors, je te confirme que ce que tu ressens, je le ressens aussi. D'accord. Après, derrière le mot conflit, je mets aussi d'autres choses. C'est-à-dire que, oui, non, mais il y a des embrouilles, des problèmes de communication. Voilà, c'est très très large. Exactement. Vraiment, la collaboration qui est vraiment est problématique parce qu'on se comprend pas, on se parle mal. Il y a à la fois des gens qui vont ouvertement te dire j'aime pas ce que tu fais, je trouve que t'es pas compétent. Et la bienveillance est à la poubelle, évidemment. Après, tu vois, t'as la bienveillance et t'as la sécurité psychologique. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit franco, en fait, ce truc-là, pour au moins comprendre le truc, plutôt que, en fait, il essaie de me casser dans le dos, tu vois. Ouais, et ça, c'est mon avis. Non, mais alors, je parle pas pour moi, parce que. Et même pour d'autres personnes. Moi, je kiffe. C'est-à-dire que quand je discute, je fais mes one-to-one, il y en a qui vont me dire, je vois pas ce que tu peux m'apporter. Ouais. Je suis content que tu me le dises. Ça veut pas dire que je pourrais jamais rien t'apporter ou que un jour tu auras besoin de moi et que je t'enverrai balader. Au contraire, si tu as besoin de moi, par contre, je suis là. Voilà. Si tu dis que t'as pas besoin de moi, pas de souci. Ouais. Par contre, au sein d'une équipe, les susceptibilités, les caractères sont pas les mêmes. En plus, on a au sein des équipes tech
des gens, beaucoup plus de gens introvertis que, tu vois, on bosse avec les côté produit, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens un peu exubérants, voilà. Et quand tu fais la rencontre de ces deux mondes, ça passe pas bien. Oui, je suis d'accord, c'est parfois pas vivre simple. aussi des moments un peu particuliers où je pensais pas que ça se passerait comme ça entre eux. Ouais, je suis d'accord. Ah non, c'est là où, franchement, faut être balèze, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est faire communiquer en fait plusieurs mondes différents, tu sais, entre le produit, le recueil métier, les techos, enfin et plein d'autres domaines. En réalité, c'est vraiment pas simple. Et nous, on se retrouve un peu au milieu de tout ça. Et en gros, c'est de la collaboration avec des gens et des domaines qui sont parfois tellement différents. C'est pas facilitant. Pour conclure, est-ce que tu as 3 mots-clés justement qui pourraient dire ok, je suis face à un échec, j'ai 3 mots en fait qui me servent un petit peu de levier, ce seraient lesquels en fait? Alors, 3 mots clés face à C'est un exercice qui est pas simple, hein. Ouais. Alors le premier déjà, pour moi c'est un peu évident, c'est accepter. Oui. Ah ouais, bah là tu te l'es pris dans la tronche, Coco. Hein, faut que tu digères, il faut que tu acceptes. Et il faut pas que tu rentres dans un cycle de maintenance en mode je suis nul. Non, c'est qu'est-ce que j'ai raté. Et du coup, ça m'amène à un deuxième, c'est du coup là tu peux commencer un vrai travail d'analyse plutôt que de boucler sur que le fait que tu sois un déchet de l'humanité. C'est plutôt de te dire ok, qu'est-ce que j'ai loupé? Super, bon je note. Du coup, ça veut dire que je le fais différemment la prochaine fois. Donc pour moi, c'est le troisième point. Si devait y en avoir un troisième, c'est de se dire le next step, la fois d'après, tu fais différemment. Attention, l'empirisme dans son état pur. Ouais, carrément. Tu testes, t'apprends, t'ajustes, basta. Et l'epic fail, pour moi, il doit pas être forcément traité différemment. Tu dois faire preuve peut-être de plus de force de caractère, parce que je le disais, l'epic fail, il y a le mot épique. Oui. Tu vois, c'est pas rien. C'est le côté réminiscence dans la mémoire, tu sais, c'est genre c'est tellement fort que tu vas le garder presque, enfin même toute ta vie et l'utiliser pour pouvoir rebondir. Et ça, c'est important. Ouais. Mais c'est ça, et c'est ce que tu viens de dire. Il faut être capable de rebondir, comme si l'epic fail n'avait eu aucun effet sur toi. Limite. Je suis d'accord. Exactement. Ah, tu vois, moi c'est pareil, je vais te donner ma version, je suis à peu près comme toi. Moi j'ai 3 mots-clés, en fait, c'est introspection, être capable de prendre du recul, en fait, pour analyser pourquoi est-ce qu'on s'est planté. Collaboration, parce qu'au final, en fait, c'est les autres aussi qui vont te permettre justement de réanalyser le truc et pas de t'auto-digérer. Et ensuite, c'est expérimentation, c'est ça. En fait, quand on garde ce côté-là, on expérimente des choses. Oui, expérimente, c'est pas grave. En fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, face, et t'es capable d'apprendre de tes erreurs. En fait, si t'expérimentes rien, tu vas jamais sortir de ton cocon. Donc peut-être que ça va marcher, ou peut-être qu'à un moment donné, en fait, tu vas être totalement à côté de la plaque. Donc c'est nécessaire. Ok, moi j'ai passé un excellent moment avec toi, Imad. C'était trop bien. Ça a été beaucoup trop vite. Incroyable. Et c'est cool. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Moi j'aimerais bien savoir c'est quoi ton epic fail à toi? J'en ai beaucoup. Je vais essayer de te retrouver ça. Alors, je t'avoue que j'avais pas réfléchi à la question. Ça fera un joli bonus. Si un de mes epic fails préférés, et pareil, il est un petit peu comme ton histoire en fait d'introduction. C'est je me suis retrouvé dans un environnement où on m'a dit génial, tu vas être. J'avais un rôle dans le produit et l'équipe était censée être extrêmement agile. Et moi, je suis génial, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'étais extrêmement naïf. Et je suis arrivé et en fait, effectivement, c'était juste une vision de surface, tu sais, du fake agile ou genre c'est du marketing de l'agilité. C'est on est agile, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Il y avait une perte de sens. Et au final, je me suis retrouvé à remettre en place tout le basique du package, découpage, itération. Alors découpage quand t'es PO, c'est normal, mais les itérations, c'est un fonctionnement d'équipe, donc un peu moins. L'amélioration continue, il y en avait pas. La communication, c'était pas incroyable. Et bref, et voilà. Et pour moi, c'était un fail parce que, comme toi, je m'attendais à quelque chose naïvement qui était presque le Graal. Ouais. Et finalement, c'était pas le cas. Donc c'est un de mes nombreux fails. En tout cas, voilà, tu vois, sur
sur le côté très opérationnel, parce qu'à l'époque, j'étais encore sur le terrain. Et pour être tout à fait franc avec toi, c'est aussi une de ces expériences-là, en tout cas celle-là en particulier, qui m'a fait dire, ok, en fait, c'est bon, t'es mûr pour passer sur du coaching, pour éviter justement cette empreinte opérationnelle qui est extrêmement forte, et surtout pour rentrer pleinement dans l'accompagnement. Et voilà. Mais des plantades, j'en ai plein, tu vois. J'étais un Técos junior, j'ai fait que des erreurs, que des trucs, livré des trucs tout pourris. Bah ouais, on passe tous par là quand on fait de la tech, quand on développe des produits. Et voilà. Mais celle-là, en tout cas, c'est mon expérience aussi qui m'a aussi confirmé dans ma vocation de coach. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Écoute, c'est une très belle anecdote en tout cas. Super. Bon, merci Imad. On se dit à très très vite. Et yes, merci Johan. Pas de problème. On se dit à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.